De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invitée danseuse et chorégraphe Nido Ouéra et notre éditorialiste Gracien Roukindikisa. Et les mutations socio-économiques et technologiques obligent les institutions bancaires africaines à évoluer et à performer. La bancarisation, beaucoup trop faible sur le continent africain, doit donc s'accélérer pour confirmer l'importance des institutions bancaires sur le continent africain. C'est un sujet de Siamlo Victoria Sedji. La banque est un important instrument de développement. L'activité bancaire, si elle est régulière et vivante, contribue aisément à une bonne inclusion financière. En Afrique pourtant, celle-ci est encore faible contrairement au reste du monde. L'état de la bancarisation indique que seulement 7% des adultes possèdent une carte de crédit. La pénétration bancaire dans son ensemble est faible, avec 27% d'hommes ayant un compte, contre 22% de femmes. Le taux de bancarisation a besoin d'être accéléré. Pour les acteurs, les enjeux sont importants. Ils sont relatifs au maintien des échanges monétaires, à la durabilité des institutions bancaires et leur efficacité dans un contexte d'émergence économique. La bancarisation en Afrique reste très faible, même si elle a connu quand même une progression importante ces dernières années. Nous sommes actuellement autour de 10% à peu près dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller vers une progression beaucoup plus rapide de la bancarisation pour pouvoir contrôler nos masses monétaires, mais pour aussi sécuriser notre masse monétaire et permettre des échanges beaucoup plus rapides en termes de commercialisation. Pour accélérer la bancarisation, les acteurs du système sont conscients qu'il faudra faire des réformes et s'adapter aux nouvelles technologies. Le mobile banking, les services de paiement et de transfert d'argent via Internet, le big data sont autant de modèles qui permettront aux banques africaines de renforcer le système de fonctionnement en supprimant les barrières de la distance afin de soutenir la compétitivité internationale. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, je crois qu'il y a un nouveau paradigme qui doit permettre aux banques d'enclencher une autre révélation pour que l'Afrique n'arrête pas cette révolution. Et dans le domaine de la banque, on parle du e-banking, la banque à distance. Aujourd'hui, vous savez qu'à travers le monde entier, les banques communiquent. Mais il y a un fondamental problème. L'Afrique a besoin d'être maillée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que les institutions bancaires puissent connecter, que cette banque à distance puisse fonctionner à merveille. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que le fossé numérique en Afrique est très grand. Il faut que cette nouvelle technologie soit prise en considération dans les politiques des gouvernements africains. Et il faut aussi que les gouvernements africains aussi font rapprocher ces nouvelles technologies des populations. La Banque africaine de demain doit faire face aux défis de sa sécurisation et surtout de son accessibilité. Certains États font des efforts en ce sens. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, où l'on note depuis 2014 la gratuité de 19 services bancaires en plus d'autres mesures pour accélérer la bancarisation. Gracien, on parle d'un faible taux de bancarisation sur le continent africain, mais c'est un taux qui est loin d'être harmonieux. Il y a quand même des sous-régions qui se détachent. Oui. Alors, le problème qui se pose au niveau de la bancarisation, on en parle, on a l'impression qu'on demande au peuple, aux gens, aux citoyens africains d'aller mettre leur argent à la banque. Mais pourquoi? La question c'est de pourquoi moi, je suis paysan dans un coin, pourquoi je vais mettre mon argent à la banque? Il faut que ce soit les États ou les autres fassent des systèmes en sorte que les citoyens soient intéressés pour ouvrir un compte. On a parlé au niveau de la culture du Rwanda. C'est un pays qui a beaucoup évolué au niveau de la bancarisation. Pourquoi? Parce qu'on dit vous avez droit à des prestations pour les gens les plus pauvres. C'est un pays, le RMI, ce qu'on appelle le RMI en France. Et qui, en principe, il y a pauvres qui auront parce qu'ils travaillent, ils ont du travail. Chacun, il est payé sur son compte bancaire. Vous avez des prestations, on vous verse sur un compte bancaire. Vous voulez payer, il y a un compte bancaire. Ce qui fait qu'on oblige, l'argent est traçable. On voit en Afrique, dans beaucoup de pays, on est payé en liquide. Il y a des pays, même tout récemment, la République démocratique du Congo. Ça ne fait pas longtemps que les gens, les fonctionnaires, étaient payés à la main. Donc, si vous payez en liquide quelqu'un, il aura du mal à remettre l'argent à la banque pour retirer après. Il faut que les systèmes soient ainsi. Il faut aussi que les Africains pensent à une chose. Il y a les systèmes de retraite, de prévoyance. C'est là où il y a l'argent. Or, on réserve ça aux fonctionnaires et aux gens qui travaillent dans les grandes compagnies, les compagnies privées. Il faut que ce soit, même pour le simple paysan, le simple ouvrier, celui qui tient la boutique, qu'il puisse épargner pour sa retraite.
De cette façon, il a de l'argent épargné et il aura des mouvements par banque, par un compte bancaire. Donc, il sera intéressé à ouvrir un compte bancaire. Voilà vraiment les moyens pour qu'on soit intéressé. On ne va pas forcer les gens à entrer dans la bancarisation, mais ils seront eux-mêmes obligés d'y aller. Gratien, est-ce que le faible taux de bancarisation sur le continent africain nuit aux économies? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se trouve à la maison, qui n'est pas à la banque. Or, on sait bien que les banques souffrent d'un problème de liquidité. Il y a peu d'argent au niveau des banques. Les banques sont obligées de se refinancer à la banque centrale. Il y a des banques centrales qui limitent les refinancements en fonction d'un certain pourcentage. Or, si beaucoup de gens mettaient l'argent à la banque, il y aura des liquidités. Comme on dit, ce sont en fait les crédits qui font les dépôts. Comme on le dit pour les économistes, on a un crédit, il y aura les dépôts, et on a les dépôts, il y aura les crédits, il y aura l'argent pour faire tourner l'économie. L'argent qui se trouve dans les poches des gens, c'est l'argent qui manque pour faire tourner l'économie. Et le Nigeria et la Russie ont trouvé un accord sur la mise en œuvre d'un projet portant sur le nucléaire civil. Abuja souhaite mieux faire face à ces défis énergétiques qui plombent sa croissance économique, mais l'idée n'enchante pas forcément les Nigérians. Plusieurs organisations sont montées au créneau pour exprimer leur mécontentement. C'est un sujet de Deogracia Skpodo. Lundi 30 mai 2016, le Nigeria et la Russie ont signé un accord intergouvernemental sur la construction d'un centre de recherche et de technologie nucléaire civile. Pour les autorités d'Abuja, le nucléaire représente sans aucun doute une option importante pour le secteur énergétique du pays. Depuis plusieurs années, le Nigeria a du mal à relever dans tous ses États les défis en la matière. Un véritable handicap pour la croissance économique de la première puissance continentale. Le nucléaire est venu pour rester. Il est bien connu qu'il joue un rôle assez important dans la fourniture de l'énergie. Le Nigeria a d'autres ressources énergétiques, mais il s'agit ici d'équilibrer et de diversifier le bouquet énergétique. Le nucléaire est l'une des options qui nous permettront d'y parvenir parce qu'il est écologique et permet une meilleure conservation des autres ressources. Si du côté des autorités nigérianes, l'on se félicite d'un tel partenariat et de l'exécution prochaine du projet sur le nucléaire civil, de nombreuses organisations de la société civile du pays ne partagent pas le même sentiment. Les avis sont partagés. L'idée d'une production de 4000 MW d'énergie grâce au nucléaire est vivement critiquée. Certains estiment que le pays n'a pas la capacité de mettre en place un projet d'une telle envergure. Je pense que le gros enjeu du nucléaire, c'est surtout sur la capacité des États à maîtriser en cas de défaillance et en cas d'insuffisance au niveau des expertises, par exemple, et au niveau de la maîtrise technique de cette technologie, il peut y avoir des défaillances qui sont extrêmement coûteuses, non seulement socialement, humainement, mais aussi environnementalement. Donc je pense que c'est pour ça que les ONG se posent aussi la question, est-ce que le Nigeria aujourd'hui est capable, en termes d'expertise humaine, mais d'expertise technique, est capable de contrôler ce type de technologie aujourd'hui? L'accord signé entre le Nigeria et la Russie prévoit la construction d'un centre qui devrait abriter un réacteur de recherche multi-usage de conception russe. L'établissement permettra au Nigeria de commencer les travaux sur l'utilisation des technologies nucléaires dans les domaines de la science, de la médecine et de l'agriculture. Gratien, vous comprenez que ce partenariat ne fasse pas l'unanimité? Oui, je comprends. C'est une bonne chose d'avoir le nucléaire civil, il faut le souligner, bien civil. Mais on se demande si vraiment, est-ce que le Nigeria a les capacités d'entretenir une centrale nucléaire pour des besoins civils? On sait bien ce qui se passe au niveau écologique dans l'état de Delta, au Nigeria, avec le pétrole, avec les pipelines. Il y a, je ne sais pas si des défaillances techniques ou des défaillances humaines, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller trop vite. Il y aura des doutes. Et le problème, c'est que si jamais, on sait bien qu'il y a toujours il n'y a pas toujours, mais de temps en temps des failles au niveau du nucléaire. Vous pensez que le Nigeria n'a pas les techniciens, les ingénieurs compétents? Pour moi, j'ai des réticences par rapport à ce qui peut se passer éventuellement. Je me dis, s'il y a un problème, est-ce que le pays est capable de maîtriser la situation? On sait bien ce qui se passe à Tchernobyl. Jusqu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas. Est-ce que vraiment... on sait bien, c'est un pays qui est stable, mais qui connaît des rébellions à gauche, à droite, que ce soit dans l'état de Delta ou dans la partie où il y a Boko Haram. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des sabotages? Et vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de la maîtrise technique, la maîtrise sécuritaire et la maîtrise humaine.
Alors, Gratien, est-ce que le nucléaire, c'est pas un peu aussi une solution facile pour pallier au déficit énergétique ? Oui, on peut dire que c'est une solution facile, mais en Afrique, on a beaucoup de choses. On a le soleil, on a le vent, on a tout. Donc, on peut déjà passer par ces moyens. Il y a un pays comme l'Éthiopie qui produit beaucoup plus d'électricité, plus que le nucléaire va produire. Donc, on se demande vraiment s'il faut passer par le nucléaire. Bon, on peut y passer, mais il faut vraiment essayer de maîtriser parce qu'il ne faut pas laisser aux générations futures des problèmes comme Tchernobyl. Mais c'est pour ça qu'il y a un partenariat avec le géant russe. C'est justement pour peut-être que la Russie apporte cette expertise au Nigeria. Oui, on sait bien, oui, le partenariat russe. Je viens de citer Tchernobyl, il y avait le partenariat russe. Donc, on dit, même la France qui est en train de construire les EPR, combien quatrième génération n'arrive pas à terminer, il y a toujours des failles. Pourquoi ce nucléaire, il y a toujours des failles? Pourquoi ils n'arrivent pas à le maîtriser correctement? Est-ce qu'en Afrique, ce qu'on va construire, ça sera meilleur que chez les autres? Je me pose des questions. Vous en doutez. Et on va passer au chiffre du jour, 7,2% en 2016. C'est le taux de croissance de l'espace UEMOA, avec un petit bond en avant, puisque ce même taux de croissance en 2015 avait été évalué à 7%. Une réaction, Gratien? Oui, ça s'explique par rapport à ces pays. Ce sont des pays qui se trouvent... Il faut se dire que la croissance, en principe, la croissance économique, tient à la situation du pays. Le pays est calme et stable, il y a la paix, il y a la démocratie, il y a la bonne gouvernance. Or, dans ces pays, en principe, c'est une zone où il n'y a pas de guerre actuellement. Il y a une certaine instabilité passagère. Guinée-Bissau, je pense que ça va passer. Mais on a les géants comme la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a ces pays qui sont vraiment assez stables. Et en même temps, il y a des économies qui essaient, disons, d'être interconnectées, qui fait qu'il y a beaucoup d'échanges. Et je pense qu'ils sont encouragés aussi par cette stabilité. Il n'y a pas un problème de prix. Et à un certain moment, ils ont bénéficié. Je pense qu'ils en bénéficient encore au moment où ils ont dévalué le franc CFA de 50%. Ils ont été compétitifs pendant un moment. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'ils en bénéficient encore. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest, selon vous, Gratien, est l'espace économique aujourd'hui qui est le plus dynamique sur le continent ? Je ne crois pas parce qu'il y a aussi un autre espace dynamique sur le continent, notamment l'Afrique de l'Est. Quand on remonte de l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, c'est vraiment une zone qui est très dynamique, plus dynamique que les autres parce que c'est une zone aussi qui a une facilité monétaire, ce que ces pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas. Gratien, merci pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous également, Madame Ouéra. Je rappelle que vous êtes danseuse chorégraphe. Merci pour vos analyses. Merci. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.